Bien, alors reprenons les étapes de la réaction inflammatoire que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Alors, la première étape, c'est le déclenchement de la réaction inflammatoire. Alors, c'est le rôle des cellules sentinelles. Alors, ces cellules sentinelles sont dans les tissus, dans le sang, et elles sont là pour justement détecter le signal de danger, l'entrée des micro-organismes. Alors, il existe dans les tissus trois types de cellules sentinelles. Les cellules dendritiques, qui ici, vous voyez, ont grosso modo la forme d'un neurone. Les macrophages, dont je vous rappelle qu'ils sont en fait issus de la différenciation des monocytes, certains globules blancs qui sortent des vaisseaux sanguins et qui viennent à l'endroit où le tissu a été lésé, donc sur le lieu de l'infection. Et puis les mastocytes qui sont des grosses cellules. Donc dans le sang, les cellules sentinelles, c'est finalement les granulocytes qui ont ce rôle. Et je vous rappelle que ces granulocytes ont également la faculté de sortir des vaisseaux sanguins pour aller dans les tissus. Alors ces cellules sentinelles ont une particularité, elles ont un cytoplasme qui est très riche en granulation, en granules, et ces granulations contiennent des médiateurs chimiques. Donc ce sont ces médiateurs chimiques qui vont permettre la réaction inflammatoire. Alors pour pouvoir déclencher cette réaction et libérer ces médiateurs chimiques, il faut que la cellule sentinelle reconnaisse le micro-organisme, l'élément étranger. Et donc pour cela, elle a sur sa membrane des récepteurs non spécifiques, qu'on appelle des récepteurs PRP. Et ces récepteurs sont capables de reconnaître n'importe quel motif antigénique à la surface de n'importe quel micro-organisme. Donc finalement, elles font une reconnaissance non spécifique du danger. Donc dès que la reconnaissance s'est effectuée, la cellule sentinelle va faire une dégranulation, c'est-à-dire qu'elle libère le contenu de ces granules, le contenu, c'est-à-dire les médiateurs chimiques à l'extérieur, dans le tissu, et à ce moment-là, la réaction inflammatoire va être déclenchée. Alors voici sur le schéma bilan cette première étape. Le tissu ici, donc la muqueuse qui est lésée, la voie d'entrée vers le milieu extérieur des micro-organismes, donc en l'occurrence des bactéries, la contamination donc de ce tissu par les bactéries, et les cellules sentinelles qui vont donc détecter cet élément étranger grâce à leur récepteur PRP. Alors ces cellules sentinelles peuvent être très bien être des macrophages, des mastocytes et des granulocytes. Et donc, dès que cette reconnaissance est effectuée, reconnaissance, dont je vous rappelle non spécifique, les médiateurs vont être libérés par les cellules sentinelles. Alors, ces médiateurs vont avoir un rôle dans la deuxième étape, c'est une phase d'amplification. Alors, les médiateurs chimiques, il en existe différentes catégories, des histamines, des prostaglandines, donc on a pu voir le nom dans le TP précédent, et des cytokines. Alors, on ne va pas forcément retenir le nom de toutes ces molécules chimiques. L'important, c'est simplement de voir quel est le rôle des médiateurs chimiques. Alors, ils vont pouvoir être responsables de la dilatation des vaisseaux et de l'augmentation de leur perméabilité. Et donc là, on a deux symptômes de la réaction inflammatoire qui s'expliquent, la rougeur et la chaleur. Alors ici, une troisième action des médiateurs chimiques. Donc le médiateur chimique qui est libéré va pouvoir jouer un rôle d'attraction. Donc on parle de chymotactisme, attraction des globules blancs qui se trouvent dans les vaisseaux sanguins et qui vont sortir des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire faire la diapédèse. Donc ici vous avez la cellule sentinelle qui a libéré son médiateur chimique. Et ce médiateur chimique a fait la vasodilatation, a augmenté la perméabilité du vaisseau et joue le rôle d'attraction chimique, c'est-à-dire que le granulocyte qui est représenté là, il va pouvoir se déformer, passer à travers la paroi des vaisseaux sanguins pour regagner le tissu lésé, le lieu de l'infection. Donc ici au microscope électronique, vous voyez la capacité qu'a le granulocyte à se déformer et à sortir du vaisseau sanguin. Donc ici vous avez une explication du troisième symptôme, c'est-à-dire le gonflement, l'œdème.
Alors les granulocytes et les monocytes se retrouvent au niveau du tissu lésé, au niveau de l'infection, du tissu infecté. Et donc les monocytes vont eux se différencier en macrophages et ils peuvent se différencier aussi en cellules dendritiques. Donc ce qui fait que sur le schéma bilan, voici la deuxième étape. Donc les granulocytes, les macrophages, les matocytes, les cellules dendritiques, c'est-à-dire toutes les cellules sentinelles, ont libéré leurs médiateurs chimiques. Les médiateurs chimiques agissent sur les vaisseaux sanguins, ils sont responsables de leur dilatation, d'où la rougeur et la chaleur. Ils vont être responsables de l'augmentation de la perméabilité et de l'attraction chimique, donc de la sortie des granulocytes et des monocytes du sang vers le tissu infecté. Alors, cette sortie de cellules s'accompagne d'un peu de plasma, d'où le gonflement, l'œdème qu'on peut remarquer lors de la réaction inflammatoire. Et donc, les granulocytes sont sur le lieu de l'infection, les monocytes se différencient en macrophages et en cellules dendritiques. D'où, ici, finalement, une augmentation du nombre de cellules au niveau du tissu infecté. Donc, on a bien une amplification de la réaction. Alors, la troisième étape va consister maintenant à éliminer les agents infectieux, donc les micro-organismes. Donc, c'est la phagocytose et c'est le rôle des phagocytes. Alors, les phagocytes, ce sont les cellules capables de faire la phagocytose. Alors, vous avez en fait trois types de cellules capables de faire la phagocytose: les macrophages, les cellules dendritiques et les granulocytes. Alors, voici au microscope électronique un macrophage qui a fixé une bactérie. Ce macrophage, il est capable d'émettre des pseudopodes, c'est-à-dire se déformer pour fixer et ingérer cette bactérie. Microscope électronique à balayage, les petits bâtons verts que vous voyez sont les bactéries. Le macrophage, il s'est déformé, il a émis des pseudopodes pour pouvoir attraper et ingérer donc la bactérie. Alors, sur un schéma simplifié, voici les étapes de la phagocytose qu'on pourra retenir. Donc la première étape, c'est l'adhésion, c'est-à-dire la fixation de l'agent infectieux du micro-organisme à la membrane du phagocyte. Le phagocyte se déforme, il émet des pseudopodes pour pouvoir englober, ingérer le micro-organisme. Alors on parle d'endocytose, mais tout simplement d'ingestion. Et une fois à l'intérieur de la cellule, le micro-organisme se retrouve dans une vésicule. Et les vésicules ici du phagocyte qui contiennent des enzymes digestives vont venir se vider dans la vésicule qui contient le micro-organisme. Et les enzymes vont être responsables de la digestion du micro-organisme. Alors ici c'est la lyse. Lyse, ça vient du verbe liser, couper, digérer. Donc on peut tout simplement dire que c'est la digestion. Et ensuite, le phagocyte va rejeter les déchets à l'extérieur. Alors, la réaction inflammatoire, faut savoir qu'elle peut être dépassée, elle est parfois insuffisante. Et alors dans ces cas-là, les macrophages et les cellules dendritiques vont déclencher la deuxième ligne de défense, la deuxième réaction, qui est l'immunité acquise, l'immunité adaptative que l'on verra dans le deuxième chapitre. Donc on dit que la réaction inflammatoire prépare le déclenchement de l'immunité adaptative. Alors, sans rentrer dans le détail, puisqu'on reverra ça dans le prochain chapitre, donc voici la cellule phagocytaire qui en fait fait une digestion partielle du micro-organisme. Elle va donc garder des fragments de ce micro-organisme, qu'on appelle ici des fragments de protéines, et elle va présenter ces fragments de micro-organismes à sa surface par l'intermédiaire ici de molécules particulières qu'on appelle des molécules du CMH. Ce sont des molécules qui servent de corbeille et qui vont donc présenter le reste du micro-organisme à la surface. Alors à qui? À des cellules que l'on verra qui se trouvent dans les ganglions lymphatiques, donc ce qui veut dire que le phagocyte devra quitter le lieu du tissu lésé et infecté, il devra migrer vers les ganglions lymphatiques et il va présenter ces fragments de l'agent infectieux à d'autres cellules qui elles vont faire la deuxième réaction, donc la réaction adaptative. Alors ici vous avez un schéma, un détail de ce qui se passe à l'intérieur du phagocyte. Donc les fragments partiellement digérés du micro-organisme, les molécules de CMH
qui sont présentes dans la cellule phagocytaire. Les deux vont s'associer. Donc, vous voyez ici la forme de corbeille de la molécule de CNH, et la corbeille va présenter le fragment du micro-organisme donc aux autres cellules. Alors, cette réaction immunitaire, cette réaction inflammatoire, eh bien, elle est nécessaire, mais elle peut être aussi parfois excessive, et elle peut conduire ici à, par exemple, vous connaissez l'œdème de Quick. Donc ici, une réaction inflammatoire exagérée au niveau des yeux, au niveau des paupières, avec un gonflement assez caractéristique, ici au niveau des lèvres. Alors c'est un inconfort, et cette réaction inflammatoire excessive peut être dangereuse. Il peut y avoir par exemple risque d'étouffement si elle se produit au niveau des muqueuses digestives, au niveau des muqueuses respiratoires, donc à l'intérieur par exemple des bronches. Donc il est important de pouvoir contrôler cette réaction inflammatoire, pour pouvoir enlever le côté désagréable de la fièvre, de la douleur, éventuellement du gonflement, et donc éventuellement essayer de contrôler les réactions inflammatoires excessives. Alors, pour contrôler l'inflammation, on a des médicaments, des anti-inflammatoires. Alors, il existe deux sortes d'anti-inflammatoires en fonction de leur formule chimique et de leur lieu d'action. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont ceux que nous avons vus en TP. Donc, l'aspirine, par exemple, et l'ibuprofène, que vous connaissez, et qui sont en fait des molécules faciles à synthétiser en laboratoire. Alors, ces anti-inflammatoires vont donc, comme leur nom l'indique, stopper la réaction inflammatoire, donc bloquer ici, diminuer les symptômes. Alors pour cela, il faut que les médiateurs chimiques ne soient plus produits. Alors ici, vous avez le détail, on va dire, simplifié de la réaction qui permet de produire un médiateur chimique. Donc là, cellule inflammatoire, on peut donc mettre un nom maintenant sur cette cellule, c'est une cellule sentinelle qui a détecté un micro-organisme et à l'intérieur de laquelle il y a une réaction ici simplifiée, deux réactions en chaîne. Le phospholipide qui est transformé en acide arachidonique qui lui-même est transformé en prostaglandine. Alors ces deux réactions sont catalysées par des enzymes, deux enzymes identifiées ici, phospholipase et cyclooxygénase. Et donc c'est au niveau de ces enzymes que les médicaments anti-inflammatoires vont agir. Alors les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens agissent sur la enzyme cyclooxygénase et vont bloquer donc ici le fonctionnement de cette enzyme. Alors comment? Alors, une enzyme est une protéine faite d'acides aminés et l'enzyme, elle agit sur une molécule donnée, un substrat. Alors le substrat de la cyclooxygénase, donc l'enzyme plus simplement appelée COX, et l'acide arachidonique. Donc pour agir dessus, il faut qu'elle fixe le substrat, donc que vous avez ici. Donc l'enzyme est en bleu, le substrat est en rouge, et donc il est dans une poche à l'intérieur de l'enzyme qu'on appelle le site actif. Et donc ce site actif, il est fait de quelques acides aminés qu'on a mis ici en évidence en jaune, qui sont là pour retenir et agir sur le substrat. Et quand ces acides aminés agissent sur le substrat, ils transforment le substrat en produit, et le produit ici, ce sont les prostaglandines. Alors l'ibuprofène, comme vous pouvez le voir ici, a la capacité de venir dans l'enzyme, dans le site actif, se fixer à la place du substrat naturel, c'est-à-dire l'acide arachidonique, et donc bloque finalement le fonctionnement de l'enzyme. Donc les prostaglandines ne sont pas produites puisque l'acide arachidonique n'est pas transformé par l'enzyme. D'où la diminution des symptômes de la réaction inflammatoire. Alors il existe une deuxième catégorie de médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens. Alors les médicaments stéroïdiens sont en fait des médicaments de synthèse qui sont des corticoïdes. Alors il y a dans l'organisme des glandes surrénales donc qui sont par-dessus les reins, donc voici les reins, les glandes surrénales sont ici. Et ces glandes surrénales, on s'est aperçu qu'elles produisent des molécules stéroïdes, donc assez complexes, qui ont des propriétés inflammatoires. Donc d'où l'idée d'en produire en laboratoire, donc de manière synthétique. Et on a donc toute une panoplie de corticoïdes, donc le plus connu c'est la cortisone, et qui vont avoir des effets anti-inflammatoires. Et donc comme l'ibuprofène et l'aspirine, elles vont bloquer le fonctionnement des enzymes, mais ici elles bloquent la première enzyme, la phospholipase,
qui fait qu'en fait, là, le phospholipide n'est pas transformé en acide arachidonique. Donc, l'étape suivante est bloquée également. Les prostaglandines n'étant pas produites, la réaction inflammatoire, les symptômes diminuent. Alors, si on fait un bilan du chapitre, eh bien, on a vu que la réaction inflammatoire est une réaction innée, c'est-à-dire qu'elle est génétiquement héritée. On l'a dès la naissance. Elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quel que soit le micro-organisme, on a les 4 mêmes symptômes. Elle est peu spécifique puisque quel que soit le micro-organisme qui est rentré, eh bien, c'est la même réaction qui est en fait déclenchée. Et les récepteurs des cellules sentinelles qui reconnaissent les micro-organismes, ben, ils sont capables de reconnaître n'importe quel micro-organisme. Elle ne nécessite pas d'adaptation préalable puisqu'elle est opérationnelle dès la naissance. Elle est rapide puisqu'elle se met en 24-48 heures en place. Le but étant d'éliminer les agents pathogènes. On a vu que c'était un mécanisme qui était ancien parce qu'elle est apparue au cours de l'évolution chez les animaux pluricellulaires il y a environ 800 millions d'années et elle a donc été conservée depuis. Et puis donc, on a vu que si cette réaction inflammatoire, elle était dépassée, eh bien, elle servait, les cellules sentinelles, elles servaient en fait ensuite à déclencher la deuxième ligne de défense, la réaction donc adaptative.